Hey, attendez-moi! Ben voyons, Danny, qu'est-ce que tu fais là avec tous ces bagages-là? On part pas pour une semaine, on part juste 2-3 heures. Comment ça, ça prend juste 2-3 heures? Tu m'avais dit qu'on faisait un retour dans le passé. Ça doit bien prendre plus que 2-3 heures pour se rendre là, non? Bienvenue à une autre émission à la découverte de votre région. Ici Danny Bérubé. Aujourd'hui, eh bien, on fait tout un voyage ensemble, oui, parce qu'on va faire un voyage dans le passé. On s'en va dans le passé, on s'en va sur un lieu historique et on va faire ça premièrement en bateau. Oui, on s'en va en bateau et j'ai tout un équipage avec moi ici présent. On a Mario, Jean-Pierre, c'est à peu près ça, là, je pense. Il y a beaucoup de gens dans la gang, mais je sens que c'est toute une équipe où on va avoir beaucoup de plaisir. Et je suis en compagnie de notre guide aujourd'hui qui s'appelle Madame Julie Albert. Madame Julie Albert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous tous pour cette belle invitation ici qu'on va faire aujourd'hui. On part en croisière pour aller sur des sites historiques. Alors, expliquez-moi l'itinéraire qu'on va faire aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, donc on va faire toutes nos croisières. On a 3 croisières thématiques, dont la plus populaire, c'est l'île du village. Donc, on va découvrir les vestiges d'une île qui a été ensevelie par la création de notre réservoir. On va aussi aller voir notre barrage, donc une croisière thématique sur la construction de notre barrage qui est à l'origine, bien sûr, de la création de notre réservoir. Et aussi, on a une petite croisière thématique de 2 heures sur l'industrie forestière qui s'est beaucoup été un facteur économique très important ici dans la région. Donc, on va faire nos 3 croisières aujourd'hui, mais habituellement, c'est une à la fois, bien sûr. Et on est gâtés pas à peu près. Hein? On va pouvoir se promener un peu partout grâce à vous. Et comme je disais, on est entre bonnes mains parce qu'on a un problème avec un capitaine, il y en a un deuxième. Puis si on a un problème avec le deuxième, bien, il y a un officier aussi qui peut prendre la relève. Alors, on est entre bonnes mains et on se dépêche. On embarque dans ce fameux bateau. Et parce que là, les gens commencent à nous pousser. Hein? Il y a des gens qui veulent embarquer aussi. Ils sont pressés, là. Alors, on part en croisière. Parfait. Bonne croisière à tous. Julie, peux-tu nous expliquer où on commence? Par où on commence? On va commencer par la chute à Ménard parce que c'est un beau point visuel qui nous démontre l'ampleur, la hauteur du réservoir dans le fond. Donc la chute à Ménard, c'est vraiment ici que Saint-Michel-des-Saints a été fondé. Donc le fondateur, M. Brassard, c'est ici qu'il est venu s'installer. La chute à Ménard, à l'époque, on peut donner une idée, elle faisait 53 pieds à l'époque. Donc, avec la création du réservoir, on a ajouté 17 mètres d'eau dans la région. Puis un facteur vraiment important ici sur notre réservoir, vu que c'est un réservoir, donc l'eau ajoutée à l'époque, en 1931, est encore utilisée à nos jours. Donc, ce 17 mètres de l'eau, on joue encore avec ce 17 mètres d'eau. Donc, à tous les printemps, notre chute de 53 pieds, bien, elle réapparaît. Donc, c'est vraiment intéressant. Aussi, c'est l'entrée principale du réservoir Taureau. Donc, c'est la rivière Matawan qui prend son nom du début à la fin. Donc, il y a 2 autres rivières qui vont s'ajouter à notre réservoir. Mais ici, c'est l'entrée principale. Puis sur le Saint-Maurice, c'est encore la rivière Matawan qui garde son nom pour la sortie. Petite question, moi qui s'y connais très peu au point de vue nautique, pourquoi on appelle ça un réservoir ici? Justement, un réservoir, c'est comme une grosse baignoire dans le fond. On accumule l'eau ici, puis durant l'hiver, donc à partir de la fête du travail, on va utiliser cette eau-là pour créer de l'hydroélectricité qui est faite à Shawinigan. Donc c'est pour que le Saint-Maurice ait un débit continu durant toute la saison.
Fait à ce moment-là, on va utiliser l'eau durant la saison hivernale pour créer l'électricité. Donc, on va utiliser ce 17 mètres d'eau-là encore à nos jours. Depuis 1931, on l'utilise, puis on l'utilise encore à nos jours. Puis parle-moi un petit peu du côté forestier ici. Ici, la foresterie a vraiment fait vivre, ça a été le moteur économique de la région depuis son tout début, puis encore aujourd'hui, on utilise la foresterie. La rivière Matawan a eu du flottage dessus, puis il y a aussi eu un moulin à bois utilisé ici. Donc, le bois passait sur la rivière Matawan, puis grâce à la rivière, on utilisait pour faire actionner un moulin à bois à l'époque encore. Mais la rivière Matawan a été utilisée jusque dans les années 40 pour la foresterie. Donc ici, présentement, dans les années 40, on faisait flotter le bois. Il venait tout de la rivière Matawan. Puis ce bois-là se dirigeait vers... Le Saint-Maurice. Sur le Saint-Maurice, il y avait la plus grosse pâte et papier au monde à l'époque. Donc tout le bois ici était envoyé sur le Saint-Maurice, puis utilisé pour faire des pâtes à papier. Qu'est-ce que c'est, Julie, ces billots de bois-là ici? Ici, ce sont des astacades. C'est des vestiges du temps où on faisait du flottage de bois. Parce que ici, avant 1931, c'était de la drave. Donc, on utilisait les rivières pour ramener les billots de bois. À la création du réservoir, ça a un peu nui à la foresterie. Il a fallu transformer notre façon de faire. Donc, on utilisait des astacades comme celle-là pour maintenir le bois en place. Par la suite, on faisait des rafts, donc des radeaux de bois qui étaient emportés par un petit bateau jusqu'au barrage. Puis à l'époque, on parle que c'est vraiment intéressant. Dans ces radeaux-là, on pouvait avoir 1500 cordes à la fois. Ça équivaut à peu près 40 vannes de bois à la fois qu'on amenait au barrage. Dans les années 60, 70, 80, ça a augmenté jusqu'à 3000 cordes à la fois qu'on emportait avec les bateaux. Puis parle-moi aussi, ici, dans ce coin-ci, il y avait quelque chose de très particulier qui se passait à l'époque. Bien, à l'époque, ça, je pense qu'il y en a eu partout au Québec, mais il l'a eu ici sur le réservoir Taureau. Il y avait un bar flottant. Parce que les curés avaient décidé que Saint-Michel-des-Saints allait être un village sèche, donc sans alcool. Mais les eaux sont fédérales, donc les curés n'avaient aucun pouvoir sur l'eau. Fait les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme des bateaux flottants, qu'on s'en remet un gros ponton, si on veut. Puis là, bien, on pouvait avoir tous les services qu'on pouvait avoir. Mais là, maintenant qu'on est sur un ponton, y a-t-il la boisson ici à l'intérieur? Ben non, parce qu'on reste quand même dans une zone publique, puis c'est comme un autobus ou un véhicule, on n'a pas le droit de consommer à bord. Bon, ben, aujourd'hui. On se reprendra à la fin. Là, on a fait un petit bout, on a longé le lac ou la rivière ou le réservoir et on arrive ici au domaine La Passe. Qu'est-ce que c'est le domaine La Passe? Le domaine de La Passe, bien, dans le fond, c'est les gens du coin qui appellent ça le domaine de La Passe parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, justement. Dans le milieu forestier, la première compagnie forestière s'était installée ici en 1932. Donc, Saint-Michel-des-Saints a été fondé en 1863. Mais avant même qu'il y ait un village ici, il y avait quand même de la foresterie. C'était des Anglais qui avaient ici la ferme Gilmore à l'époque qu'on appelait. Cette ferme-là utilisait à couper les pins pour faire des mâts de bateaux en Angleterre. Donc, les Anglais n'avaient plus le droit de couper le bois en Europe. Donc, ils avaient décidé de venir dans leur colonie pour prendre le bois. Puis, ils étaient venus s'installer ici. Ils ont coupé tout le pin de la rivière Matawan pour les envoyer en Angleterre pour faire des mâts de bateaux. Donc, dans les années 1800. La foresterie pâte et papier, comme qu'on connaît, a vraiment juste débuté le début 1900. Donc, à l'époque, on les coupait vraiment en pleine longueur, les bio, pour faire des mâts de bateau. Là, on coupait ça ici, là, de ce côté ici. Ici, parce que là, on vient de passer une place qui s'appelait le lac des Pins. Donc, c'était vraiment une région. La région ici était vraiment sablonneuse, donc très propice au pin. Donc, il y a beaucoup de pins dans la région. C'était vraiment ça qu'ils venaient chercher à l'époque ici pour faire ça. C'était le seul chemin qui passait de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté du lac ou du réservoir pour se rendre ici, là. Exactement. On va se mettre en concept parce que c'est avant 1931 que ça s'est passé. Avant 1931, ici, c'était seulement que 3 rivières qui se jetaient une dans l'autre, qui faisaient une rivière. Donc, il n'y avait pas vraiment de lac, c'était vraiment des petites rivières. Donc, ici, on appelle ça le domaine de La Passe parce que les premiers habitants de Saint-Ignace-du-Lac ont utilisé un chaland.
chaland, une sorte de traversier à l'époque, donc une barge qui était tirée par des cordages pour traverser la rivière. Donc les gens, les forestiers qui s'en allaient au bois dans les années 1900, les premiers arrivants de Saint-Ignace-du-Lac, même les membres de la Sauve-Feu à l'époque utilisaient le chaland. Donc ici, c'était le traversier pour traverser la rivière Matawan pour continuer plus au nord d'ici. Fait que c'est pour ça qu'ils appelaient ça le domaine de la passe. Ben oui, tout le monde passait ici. Puis encore aujourd'hui, on appelle ça le domaine de la passe parce que le nom a resté, bien sûr. Fait que donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, c'est là qu'on retrouve Saint-Ignace, c'est ça? Saint-Ignace-du-Lac, en théorie, finissait ici. Les terrains, parce que les terrains étaient très, très grands. Donc, on va voir, Saint-Ignace est quand même assez loin d'ici en bateau. Mais sinon, terrestre, les lots de Saint-Ignace finissaient jusqu'ici, sur le bord de la rivière Matawan. Et vous avez soulevé un point tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas un lac ici, ni un réservoir avant, c'était trois rivières. Qu'est-ce qui fait que ces trois rivières-là sont devenues un réservoir ou un lac? Bien justement, quand on a bloqué la rivière principale, donc la sortie de ces rivières-là, parce qu'on a les deux autres rivières, la rivière du Milieu, qui est à côté de nous justement, et la rivière du Poste, viennent mourir sur la Matawan, puis la Matawan continue jusqu'au Saint-Maurice. En bloquant la Matawan, ça fait monter les eaux qui a créé notre réservoir. Fait que donc, ça a été fait par l'humain, ça, ici? Totalement. La seule chose qu'il y avait ici à l'époque, avant 1931, c'est vraiment trois rivières puis trois petits lacs existants, mais c'était vraiment des élargissements d'une rivière. C'était pas des immenses lacs. Et quelle est la dimension de ce réservoir-là, ici? On parle de 95 km². C'est 272 berges, justement, riveraines. Aussi, avant la création du réservoir, si on se met à l'idée un peu, là, il y avait seulement qu'une île existante. Maintenant, sur le réservoir, il y en a 45. Donc, c'est au-dessus de 40 km de territoire qu'on a inondé en créant le réservoir. Wow, très impressionnant. On continue notre visite, puis à un moment donné, on va revenir à Saint-Ignace, hein, parce que ça, c'est vraiment de l'histoire. C'est vraiment notre croisière vedette. Parfait. Nous sommes présentement à notre premier arrêt, qui est le fameux camp de Bûcheron, qui est une antiquité. On peut voir qu'il n'existe plus même grand-chose du camp de Bûcheron. Vous me dites que c'est le dernier camp de Bûcheron qui existe ou qui a existé? Oui, exactement. Ici, dans la baie du Pas, c'est la dernière place où ils ont fait du flottage de bois sur le réservoir. Ça a pris fin en 89. Les gens ont commencé à se plaindre justement ici parce que les gens de Saint-Michel-des-Saints voulaient investir un peu dans le tourisme. Puis ils étaient tannés de ne pas avoir accès à leur magnifique lac ou réservoir, comme qu'on appelle. Donc, les camps de la console, la Consolidated Batters, j'ai de la misère avec le mot, a décidé de lever les voiles. Donc, ils ont fermé, ils ont détruit leur camp, ils ont enterré, ils ont reboisé, puis ils sont partis pour jamais revenir. Ça, c'est en quelle année? On parle de quelle année là, que ça a été fermé ici? Ici, la baie du Poste, c'est 89. Le flottage de bois au Québec, même dans la drape du Saint-Maurice, c'est en 93 que ça a pris fin. Donc ici, ça a vraiment été jusqu'à la fin de 89. 89, les camps de la console voulaient changer de baie à l'époque. Puis c'est les gens du village qui ont manifesté, qui ont dit non, on veut pas que vous changez de place. Ils ont fait comme parfait, on s'en va. Mais c'était un des plus gros employeurs de la région. Des milliers de personnes tiraient leur revenu, bien sûr, de ce métier-là. Mais maintenant, c'est juste par transport de bois. Dans le fond, ça n'a jamais arrêté. Ça a vraiment juste changé de façon. Mais c'est quand même impressionnant parce qu'on a l'impression que ça a terminé dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Puis vous dites vraiment, ça fait même pas 20, 30 ans que c'est fermé. Ben non, mais c'était vraiment des camps de bûcherons. C'était vraiment des petites cabanes faites de pièces sur pièces, même panneaux prémontés qui faisaient. Il y a beaucoup de monde qui a défait les panneaux puis ils ont bâti leur garage avec ça dans la région. Puis sinon, les camps de la console, eux, ils ont tout fait des trous puis ils ont tout enterré, ils ont tout détruit. Il ne faut pas être responsable en cas d'accident, bien sûr. Mais je dois vous dire à la maison que pour cette excursion-là, habituellement, on ne fait pas d'arrêt ici. On arrête sur le lac, hein, sur la rivière. On est-tu rendu dans une rivière ou c'est toujours le réservoir? C'est la troisième rivière qui alimente notre réservoir. Donc, ça a été une rivière, maintenant c'est une baie. Mais au printemps, ça reste une rivière parce qu'il y a toujours le printemps ici et l'été jusque le lac est, bien sûr,
en fonction, mais ça reste que c'est une rivière un petit peu plus au nord d'ici. OK. Fait que donc, en temps ordinaire, dans les excursions, on reste sur l'eau. On ne vient pas jusqu'ici. Alors, vous êtes choyés. Aujourd'hui, on vous le montre. Ben oui. Mais là, moi, vous m'excuserez, pendant qu'on est dans le bois, moi, j'ai une petite chose à faire. On se revoit tantôt. Oui, au revoir. Je suis présentement avec le vrai capitaine du bateau parce qu'on a vu plusieurs capitaines et de lieutenants, hein, je pense. C'est-tu un lieutenant? Ben non, Jean Robitaille est mon deuxième capitaine. Moi, je suis capitaine principal. Je suis responsable des opérations. Jean-Pierre, lui, il est capitaine dans une catégorie, mon Dieu, 24 passagers, 12 passagers. Et ici, ce bateau-là, c'est beaucoup plus gros. Je veux dire, il faut avoir une certification 60 tonneaux et moins. Fait que parle-moi de ça. Depuis combien de temps vous êtes capitaine de bateau pour commencer? D'abord, ça va faire 16 ans que je suis capitaine de bateau. Moi, je suis publicitaire de métier. J'ai travaillé 25 ans pour les agences de publicité nationales, internationales. J'étais concepteur-rédacteur, puis je suis devenu directeur de création, directeur artistique en production film. Jusqu'à temps que j'en aille jusque-là, parce que c'est un monde exigeant et pas toujours facile. Et ma patience n'était plus là. J'avais plus le quart du dixième de la patience que ça prenait. Donc, Fait que vous vous êtes dirigé vers les bateaux. oui. Oui, je me suis recyclé, je veux dire, vers les bateaux. Je suis allé suivre mes cours d'abord comme commandant de bord sur des voiliers. J'ai fait mes formations à voile. Débutant, intermédiaire et avancé, ça c'est offshore, en haute mer. Donc j'ai été breveté comme capitaine de voilier offshore. Après ça, ben j'avais aucune reconnaissance de Transport Canada, je veux dire, en tant que capitaine et avec un brevet commercial. Donc là, je suis allé m'inscrire en tant qu'aspirant capitaine, 60 tonneaux et moins. J'avais des heures, j'ai travaillé pour une compagnie maritime, mon Dieu, qui était basée à Saint-Sulpice. On amenait les gens au domaine de l'île Ronde, là où il y avait le vignoble. OK. Donc, j'ai travaillé 4 ans pour eux autres. J'ai commencé comme matelot. J'ai ramassé mes 480 heures. Après ça, ben, j'ai pu aller étudier à l'Institut maritime. Puis là, ça fait combien de temps que vous êtes capitaine ici sur ce bateau-là? Sur ce bateau-là, ben, le bateau nous a été livré en début juillet 2022, le 2 juillet. Donc, on l'a mis à l'eau le 3 juillet. Donc, je pilote ce bateau-là, ce type de bateau-là, depuis un peu plus d'1 an. Est-ce que c'est le seul bateau qui fait les croisières? Oui. Oui, c'est le seul bateau qui fait... Ben, de façon officielle, oui. Il y a d'autres bateaux qui servent et qui amènent des gens, là, mais des plus petits bateaux, puis je veux dire, sans statut de bateau commercial. Nous autres, on est absolument, on est approuvé Transport Canada, je veux dire, puis regardez, on est bardé de papier, puis de, je veux dire, ça, c'est très exigeant. Juste le paperasse, là. Là, je regarde le type de bateau qui ressemble beaucoup à un bateau-mouche qu'on voit à Montréal. Bateau-mouche. Évidemment, ça n'a pas l'envergure et les dimensions du bateau-mouche qu'on a à Montréal, qui s'apparente beaucoup à ceux qu'on retrouve à Paris, là, je veux dire, sur la Seine. Mais c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un bateau-mouche. C'est un bateau-mouche. C'est un concept typiquement québécois. Je veux dire, M. Silvio Thibault, l'ingénieur maritime. Un monsieur qui a 76 ans, mais c'est un génie, je veux dire. C'est lui qui a dessiné ces bateaux-là. Puis c'est le seul chantier au Québec, je veux dire, qui avait des plans homologués Transport Canada et une expérience de construction. Celui-là ici, dans la catégorie 50 passagers, c'est le P50, c'est le 50e. OK. Ça, c'est à part des 72 passagers, des 120 passagers et des 220 passagers de 2 ponts. Un chantier qui s'appelle RTM, qui est à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix. Est-ce que je me trompe en disant que c'est vous qui avez démarré ce projet-là ici? C'est moi qui ai démarré ce projet-là. Je veux dire, quand je travaillais à l'Auberge du Lac-Thoreau, il y avait un gros ponton, 34 pieds de long, une grosse affaire. Mais bon Dieu, ça avançait au maximum à 8,5 nœuds. C'était nettement insuffisant, je veux dire, compte tenu de l'immensité de ce réservoir-là. Donc, j'ai parti le projet. J'ai commencé par présenter ça à l'auberge. Après ça, ben mon Dieu, on a invité la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la Chambre de commerce. Puis après ça, ben là, les maires, tous les maires de Matawini sont membres du conseil d'administration du SDPRM. À ce moment-là, ben là, ça s'est parlé. Puis là, ben, le SDPRM, MRC Matawini, Tourisme Lanaudière, ben là, on a formé un comité croisière. Puis là, ben, on a fignolé le projet, tout le montage financier.
je veux dire, a été assumé en grande partie par une personne de la MRC de Matawini, du nom de Marie-André Allary, d'ailleurs, qui était en croisière avec nous autres dimanche. OK. Ouais. Mais c'est quoi les spécificités de ce bateau-là? D'abord, c'est un bateau rapide. C'est un bateau qui est léger. Il fait 46 pieds de long, hors tout. C'est un bateau qui allège, je veux dire, à part les moteurs et le carburant, pèse seulement 8000 livres. Donc, c'est pas beaucoup pour un bateau de cette dimension-là, longueur et largeur-là. Il est entièrement en aluminium. Donc, c'est un bateau qui est plaisant et qui nous permet d'aller partout où on veut sur ce réservoir-là. Je sais pas, en tout cas, si vous allez à Tadoussac, à l'expédition, je veux dire, aux mammifères marins, aux baleines, ou si vous allez dans le fjord du Saguenay, c'est rendu la norme. Vous voyez pratiquement rien que de ces bateaux-là. Vous qui êtes sur l'eau pas mal tout l'été, parlez-moi, est-ce que c'est un peu plus difficile quand il y a beaucoup, beaucoup de bateaux sur le réservoir? C'est difficile dans le sens que c'est dangereux. Heureusement, la timonerie, de la façon qu'elle est faite, j'ai une vision à 360, je veux dire, tout le tour, parce que ça me prend des yeux tout le tour de la tête, parce qu'il peut y avoir des milliers de bateaux dans certaines journées. C'est pas arrivé cette année. Mais est-ce que les gens ont tendance à respecter les lois ou pas? Non, pas en tout. Moi, je dirais que 80 des gens qui ont leur carte de conducteur d'embarcation, qui n'ont pas la moindre idée des règles de navigation, parce qu'ils vont suivre le cours en ligne à la maison. Ils ont les livres ouverts devant eux autres, ils répondent aux questions. Mais ils n'ont pas étudié, là. Ils n'ont pas... Fait que le métier de capitaine, là, c'est d'avoir les yeux tout le tour de la tête, là, pour penser pour eux, là. Mais, non, c'est ça, parce que, chose bien simple. Je veux dire, quand j'ai un bateau qui s'en vient face à moi, ben en bateau, en auto ou en avion, la consigne, c'est, si tu arrives face à moi, moi, je m'en vais à droite, puis l'autre s'en va à droite. Mais 80 des gens vont me couper et vont s'en aller de l'autre bord. Oh, wow. Puis, ils vont me couper à 90 degrés, à 100 pieds en avant de moi. Tu vois plein de choses aberrantes. Puis les gens n'ont pas de... Ils n'ont pas la conscience que c'est dangereux, là. Hey, pourtant, j'arrête pas sur un 10 sous, là, moi, là. Parlez-moi du réservoir ici. Ce réservoir-là, il est devenu un parc, à ce que j'ai entendu. Oui, le réservoir, à un moment donné, ils se sont retrouvés avec plein de gens qui squattaient, exemple, à la baie du Milieu, puis qui, mon Dieu, ils s'installaient des roulottes, puis il y avait des centaines et des centaines de roulottes. Donc, à un moment donné, il fallait arrêter ça. Donc, la seule façon de le faire, c'était d'abord de démocratiser le territoire, puis de l'ouvrir à tout le monde, puis d'empêcher, justement, des squatteurs, je veux dire, de s'installer, je veux dire, puis sans système, évidemment, pour la salubrité. Les gens installaient leur roulotte sur la plage, puis ils faisaient un trou en dessous, puis ils dompaient le résidu septique sur la plage. Fait que là, maintenant, les lois sont plus sévères. Oh mon Dieu, là, tu peux plus faire ça, là. Mais en tant que parc, est-ce que ça offre autre chose aussi, en tant que... vu que c'est un parc, ça, maintenant, ici? Bien, il y a plein de campings. Bien, d'ailleurs, un peu plus loin, par là-bas, c'est un campement un site de campeurs saisonniers du parc régional, de la baie des Embranchements. En s'en venant ici, il y en avait d'autres, on voyait des roulottes. Okay. Ça, c'est encore une fois, c'est un camping pour des saisonniers. Ça, on l'appelle la baie du Poste, le camping de la baie du Poste. Donc, il y a il y a la Pointe-Fine, les aménagements, on va passer en face tantôt en s'en retournant, en allant à l'île du Village. Ça, c'est un magnifique site aussi. C'est une des plus belles plages du Québec, tant qu'à moi, là. C'est vraiment super beau. Donc, maintenant, le parc régional comprend tout ça, là. Je veux dire, les différentes rampes de mise à l'eau, celle de la baie Dominique, d'où on est parti tantôt. Là, présentement, on est arrivé au fameux village Saint-Ignace englouti. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les berges, dans l'érosion des berges. On est dessus présentement, là, hein? On est directement dessus le centre-ville de Saint-Ignace. Wow, c'est pour ça qu'ils disent que le village a été inondé. Exactement. Il a vraiment été englouti. Le centre-ville comme tel a été englouti, dû le pourquoi qui ont été expropriés. Bien là, on va garder toute cette belle information-là pour notre deuxième émission. Entre-temps, on profite des images.
bien, c'est ici que se termine notre première partie de notre virée historique sur le lac Taureau. On vous invite d'écouter notre prochaine émission parce que là, on va aller voir le village englouti et le fameux barrage. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.